l'avenir de notre département, notre implication, notre mobilisation pour ce qui se fait dans notre département. Il y en a peut-être beaucoup qui ne me connaissent pas, qui m'ont peut-être découvert dans la presse, dans les médias, notamment pour la France. Mais il y en a aussi qui me connaissent, avec qui j'ai grandi, puisque j'ai toujours grandi à Libreville. J'ai grandi entre Libreville et Congo. Je suis partie en France en 2002. J'avais déjà 30 ans. Donc, les 30 premières années, je les ai passées ici, où j'ai fait mon école maternelle, ce qui était déjà rare à l'époque, à Saint-Sœur et à Saint-Antini, à Lombakele, parce que nous avions une petite sœur à mon père, qu'on appelait Catherine Saint-Lebocale, qui était éducatrice préscolaire à l'époque, et qui a convaincu tous ses frères qu'il fallait qu'ils nous envoient leurs enfants au centre social où elle était enseignante en maternelle. Donc c'est grâce à elle que nous, on a fait à l'époque ce qu'on appelait le jardin d'enfants. Donc on a été au jardin d'enfants à Soy, à Saint-Antini. Ensuite, on est parti à Saint-Joseph. Et le choix de l'école Saint-Joseph n'était pas aussi un hasard, puisqu'à l'époque, le directeur de l'école Saint-Joseph, c'était notre grand-père, Obiang Augustin. Donc, Papa Augustin étant directeur de l'école Saint-Joseph, naturellement, on nous a envoyés, nous tous, à Saint-Joseph. Et je me rappelle encore de cette chanson, avec laquelle mon mari se moque toujours de moi, parce qu'on chantait « Nous sommes les écoliers de Saint-Joseph, c'est pourquoi Obzamba est directeur de Saint-Joseph. » Ceux qui ont connu mon père, Michel Zombekale, c'était un Congolais pur et dur, très engagé aussi dans la politique pour le changement de notre pays, puisqu'il a été bûcheron, des bûcherons de la première heure. Son engagement pour l'opposition n'était pas caché, puisqu'il en a fait les frais. Il a fait les frais de son engagement politique, licencié abusivement. Il a fait le choix pour sa dignité de se replier à Congo, du côté d'Ali, où il faisait la pêche. Et il a préféré partir de chef comptable à pêcheur pour garder sa dignité et garder ses convictions. Et souvent, je disais à mes enfants, ce combat pour la restauration du Gabon, je l'ai hérité de mon père. Et je ne peux pas le laisser à mes enfants. Il faut au moins que nous, on voit la victoire et que je puisse laisser à mes enfants la construction du Gabon. Et nous y sommes. Nous avons vécu la libération et maintenant, nous sommes dans la construction. Et donc, certains ne m'ont pas souvent revu à Congo après ça, parce que, bon, je me suis mariée très jeune, je me suis mariée à l'âge de 20 ans. Donc, mes dernières vacances à Congo, ça a été quand j'ai eu mon bac à 18 ans. Et je suis partie à l'USTM, et au sortir de l'USTM, je me suis mariée, donc je suis partie dans mon mariage. Et ensuite, mon mari a été affecté en France par son entreprise, et on est parti. Et mon engagement politique a fait que pendant près de 8 ans, je n'ai pas pu remettre les pieds au Gabon, puisqu'on sait ce qui se passait, c'était soit la prison, soit le cimetière si jamais je revenais ici. Et ce ne sont pas que des affabulations, puisque c'est la vérité, puisqu'à l'époque en France, j'étais gardée par des agents de sécurité déjà, et qui m'informaient. J'avais des pays dans lesquels je ne devais pas mettre les pieds. Et parmi ces pays, notamment, je ne devais pas approcher le Gabon et certains pays africains. Et en 2020, je suis allée faire une conférence à Dakar parce que j'allais rencontrer les Gabonais partout où ils étaient. Et je m'étais dit que si je commence à sensibiliser les étudiants sur la bonne gouvernance, parce que les étudiants, ce sont les futurs responsables du pays, si je commence à les sensibiliser sur les enjeux, ça peut avoir un impact sur la gouvernance du pays. Et lors de cette conférence à Dakar, j'ai appris par la suite que des mesures avaient été prises pour que je sois agressée à Dakar, que je sois ensuite embastillée et ramenée vers le Gabon. Ce sont des choses que j'écrirai dans le prochain livre. Et Dieu a fait grâce qu'à l'époque, l'ambassadeur du Gabon qui était à Dakar a pu s'opposer en disant mais cette femme, c'est une petite femme qui vient juste de conférence, vous mettez tout ça là en place pour la nuire, pour quelle raison?
des équipes étaient parties de Libreville pour aller opérer tout ça à Dakar. Et si je suis peut-être ici encore, c'est parce que Dieu a utilisé cet ambassadeur qui à l'époque s'était opposé et avait dit non, vous ne pouvez pas faire ça, je ne permets pas. Il a mis en place d'autres systèmes, notamment ils m'ont fait infiltrer, etc. Donc c'est juste pour vous dire que l'engagement que nous avons pris de nous battre pour le Gabon, c'était un engagement sérieux, pour lequel on n'a pas eu peur de risquer nos vies. Mais si le coup de libération avait raté, les militaires que nous célébrons aujourd'hui seraient six pieds sous terre. Leurs familles seraient en pleurs, leurs femmes et leurs enfants, et nos vies allaient continuer. Donc c'est quelque chose que l'on doit continuer de saluer. Saluer ce coup de libération qui permet que même ceux qui hier n'acceptaient pas des voix contradictoires, eux-mêmes sont des voix contradictoires aujourd'hui. Et on les laisse parler parce que nous voulons construire un Gabon différent. Nous ne voulons pas reproduire le Gabon contre lequel nous nous sommes battus. Et lorsque le coup de libération a eu lieu, Dieu a fait grâce que le président de la République, le général de secrétaire Olivier Guéma, m'appelle à ses côtés. J'ai l'habitude de dire que le président ne m'a pas appelé parce que je suis de Congo. Même s'il le savait, parce que c'était l'homme le plus renseigné de la République, et il est toujours l'homme le plus renseigné de la République. Mais il m'a d'abord appelé parce qu'il a vu en moi quelqu'un avec qui il pouvait travailler selon la vision qu'il avait du Gabon qu'il veut construire. Alors il m'a demandé de venir. Il n'a pas fait que me demander de venir, il a envoyé un avion de cherche. Et comme je dis souvent, le président ne m'a pas appelé le 31, il m'a appelé le 30 août au soir. C'est-à-dire que le jour même du coup de libération, et il a raconté que nous étions à Dakar et à Paris, il a dit que lui, quand il a fait ce coup de libération, il avait déjà son échiquier. Il savait déjà qui il voulait mettre où. Donc il n'a pas attendu le 31, il m'a appelé le 30 au soir. Il me demandait si j'acceptais de venir travailler avec lui parce qu'il avait vu mon combat, qu'il me suivait depuis des années et il pense que je suis une personne sur qui il peut s'appuyer pour la suite. J'ai évidemment donné mon accord et 2 jours après, le 2 septembre, il a envoyé l'avion et je suis arrivée le 3 septembre au matin avec mon frère Maïs Moissi, qui avait eu un peu moins de chance que moi. Parce que pour la petite anecdote, le samedi, le 2 septembre, c'était un samedi, et il était en train de fêter l'anniversaire de son fils. Et moi, j'ai reçu un appel, et puis on me demandait, est-ce que vous avez le numéro de Maïs? Je dis oui, bien sûr, je vous le donne. Et puis je l'ai appelé, j'ai dit Maïs, avec tout ce que tu es en train de faire, tu vas recevoir un appel tout de suite là. Tu dis seulement oui, et tu me rejoins à l'aéroport. Et il dit, mais tu parles de quoi? J'ai dit Maïs, quand je raccroche là, tu ne prends plus aucun appel parce que quelqu'un va t'appeler et quand cette personne va t'appeler, tout ce qu'on va te dire, tu dis oui. Et puis moi, je suis déjà à l'aéroport, je t'attends. Et donc, c'est ce qui s'est passé. 2 heures après, je vois Maïs qui vient avec ses valises. Moi, mais tu m'as pas bien dit. Je t'avais seulement dit, tu dis oui et tu me rejoins. On est là, on va partir ensemble. Et donc, on est parti, on est arrivé ensemble. Maïs et moi, donc c'est un peu mon jumeau parce que on a géré l'élection de 2023 ensemble à Paris jusqu'à 7 h du matin, à se battre pour que les résultats soient proclamés. Bref, on a donc combattu. Et j'ai fait le tour de Congo, et ce que j'ai vu m'a attristé. Ce que j'ai vu m'a attristé parce que ce n'était plus la belle petite ville là où les gens partaient de Libreville pour aller passer les week-ends à Congo. Les gens partaient de Libreville pour aller manger les paquets de mâchoirons ou des macadères. Il n'y avait plus toute cette ville-là, tout ça avait disparu. Je considère aussi comme un ressortissant du Congo-Congo. Parce que l'invitation, c'était pour les ressortissants du Congo-Congo, résidents ou de passage à Libreville. Il se trouve que je suis résident à Libreville et j'ai un lien avec le Congo-Congo. Quand j'étais enfant, ma grand-mère avait, on va dire, un pied à terre, c'était une petite case en blanche, au PK80. Et on y faisait des plantations. Donc pendant plusieurs années, je passais mes vacances au PK80 avec mon panier, j'accompagnais ma grand-mère dans les plantations. Et donc, j'ai un lien affectif avec le Congo-Congo. Et comme les poulous et les zébis sont envahissants, généralement, quand ils arrivent quelque part, ils ne partent plus. Vous avez beaucoup de chance d'avoir parmi vos enfants qui font la politique au gouvernement, Madame Laurence Ndo. Il se trouve que
nos destins sont un peu croisés, communs. On vient du même endroit. On s'est battu pour que les choses changent dans ce pays, dans un moment où beaucoup n'avaient pas le courage de se battre. Et lorsqu'il y a eu le coup de la libération, nous étions, elle et moi, dans le premier avion qui a atterri à Libreville. Et je peux vous dire que dans cet avion, c'était un vol commercial, il n'y avait pas beaucoup de monde, parce que les gens se posaient la question, est-ce qu'il va y avoir un contre-coup d'État? Nous, on s'est dit, on s'est battu pour ça, et puis on a eu l'opportunité d'aller accompagner ce qui se fait dans notre pays positivement. On y va, on a pris notre risque, on est là. Et je voudrais vous dire que cette dame, que j'appelle ma grande sœur, parce que c'est comme ça que je la considère, je la vois régulièrement, pour ne pas dire tout le temps, se battre pour sa contrée. Elle a des fonctions étatiques. Je pense que c'est une bonne ministre de la Pêche, qu'elle a été une très bonne ministre de la Communication. Mais nous partageons le fait que nous pensons que la politique, on la fait d'abord pour les autres, pour autrui. Il faut avoir des réalisations qui montrent qu'on se bat vraiment pour la société. Et nous savons tous qu'à Congo, quand même, depuis le début de la transition, elle s'est battue pour faire aboutir un certain nombre de projets du président. Ce sont les projets du président. Et il les porte. Mais souvent, il y a une petite voix qui souffle. Pour l'église, j'étais là, le jour où la petite voix a soufflé. Pour l'école, j'étais là aussi. D'ailleurs, j'en ai profité pour demander, en même temps, profitant de ça, qu'on fasse quelque chose pour le lycée de Déby. Elle a dit qu'on a fait confiance au Congo en donnant la présidence de la Ligue à une femme du Congo. En réalité, le secrétariat général aussi est dans le Congo. Il ne faut pas le dire trop fort aux gens de l'Église. Notre parti a ses candidats. Ils sont là. Ils méritent que vous leur fassiez confiance. Le changement pour lequel on s'est battu, les aspirations nouvelles pour lesquelles nous avons pris un certain nombre de risques, impliquent qu'il y ait de nouvelles personnes, un renouvellement de la classe politique et surtout des gens qui ont une vision commune à celle du président de la République qui accède aux responsabilités. Certains disent que le président de la République a été élu et vu qu'on est passé dans un régime présidentiel, il n'a pas besoin de majorité à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas vrai. D'abord, aux États-Unis, on a un régime présidentiel. Le vrai régime présidentiel qui existe dans ce monde, ce sont les Américains. On voit bien que quand le président n'a pas la majorité au Congrès, il ne peut pas gouverner. Il n'y a aucun président, peu importe le régime, qui peut gouverner un pays s'il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. C'est une fable. Donc, il est important que nous ayons la majorité à l'Assemblée nationale. Deuxièmement, la politique, ce n'est pas pour les positions personnelles. On doit partager une vision, on doit partager un projet. Le projet d'un parti politique ne peut pas essayer d'avoir la majorité des élus pour faire le chantage au président de la République en disant, même si on est le parti déchu, mais regardez, on a ce nombre d'élus, donc vous êtes obligés de composer avec nous. Non. Les Gabonais ont fait confiance au président pour qu'il développe sa vision, pas la vision d'un parti du passé. C'est la raison pour laquelle il a créé son propre parti politique. Du Congo qui réside ou sont de passage à Libreville. Il était question de partager avec eux les enjeux de développement de notre département, ce que le président presbytère Olivier Nguema a déjà fait dans notre département et les raisons pour lesquelles nous devons continuer de le soutenir. Donc de soutenir le parti qu'il a mis en place, l'Union démocratique des bâtisseurs, mais vraiment de comprendre que nous sommes engagés sur la route du changement et que nous ne pouvons pas faire demi-tour. Dans l'histoire, on avance, on ne recule pas. Et avancer, c'est être avec le président presbytère Olivier Nguema, c'est être avec l'Union démocratique des bâtisseurs. Déjà, d'abord, nous avons mis en place l'association Congo Terre d'Avenir. C'était aussi dans le cadre de cette association que nous nous sommes retrouvés. C'est une association qui vise à unir les enfants du Congo pour développer leur localité. Et c'est aussi le message qui est passé de dire que le président de la République fait sa part. Les politiques feront leur part, mais les cadres aussi doivent s'engager pour contribuer au développement de la localité en étant unis et en œuvrant pour des projets de développement de manière concrète et que c'est aussi ça,
apporter, contribuer au développement. Ce n'est pas simplement attendre que les politiques fassent tout, mais la politique prend les grandes décisions. Le président de la République a été élu, il a mis en place un parti politique, l'UDB, pour avoir la majorité au Parlement, pour que les lois nécessaires, les réformes qu'il faut pour implanter et mettre en œuvre son projet de société soient prises. Donc, il faut pour cela que derrière, il y ait un tissu de cadres qui comprend la vision et qui, chacun à son niveau, contribue au développement. Comme je l'ai dit ce soir, nous ne faisons pas de la politique politicienne. Le président Olivier ne fait pas de la politique politicienne. Ceux qui sont avec lui non plus. Au niveau du Congo, nous avons fait la démonstration en 2 ans de la transformation de Congo par des projets de développement clairs. Des écoles ont été construites, réhabilitées, des salles polyvalentes réhabilitées, la maternité du centre médical complètement rénovée. Donc il y a énormément de projets qui sont en train de voir le jour parce que pour le président Olivier Nguema, faire de la politique, c'est construire et nous en avons fait la démonstration. Donc aujourd'hui, nous avons pour nous notre engagement, notre sincérité, les réalisations, notre proximité avec la population. Parce que pour nous, faire de la politique, c'est d'abord prendre soin des gens. Et donc, les populations de Congo, conscientes de ce qu'elles ont vu, parce que comme on dit, l'œil qui a vu ne ment pas, savent que le changement et leur bien-être est du côté de l'UDB. Et nous partons rassurés, parce que nous avons confiance à la clairvoyance des populations, nous avons confiance à leur droiture et à leur intégrité, et nous savons que ces populations savent de quel côté est leur bonheur. On est du côté de l'UDB.